Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, Viva sur scène s'est posée lors de notre grande conversation. Elle était organisée le 21 mars 2024 de 18h à 20h à la halle du fort de Tourneville et elle avait pour titre le Festival du futur, quelle solution au pluriel pour un festival écologique. Éric Charnet, notre trésorier et vice-président, l'avait organisé avec un master en ingénierie touristique et culturelle de l'université Le Havre-Normandie grâce à la professeure Danielle Sancy et 3 étudiants de master. Alors vous allez écouter ce que j'ai pu enregistré lors de cette grande conversation, c'est-à-dire une présentation rapide par les étudiants, puis ensuite une introduction de nos invités. Il s'agit de Gwendolyn Sharp, fondatrice et coordinatrice de l'agence The Green Room, spécialiste de la transition écologique dans le monde de la culture et du spectacle vivant, et Franck Testard, que l'on ne présente plus, qui organise chaque automne depuis 20 ans West Park, un des festivals les plus célèbres de notre agglomération. 20 000 participants quand même la dernière fois. Bravo Franck. Donc une présentation par nos 2 invités, suivie par un développement et une dernière partie qui leur permet de conclure ou de donner des détails. Tout d'abord, bienvenue au port de Tourneville. Merci de nous avoir rejoints donc, pour cette nouvelle édition des Grandes Conversations. Cette fois-ci sur donc, le thème « Le Festival du futur, quelle solution pour un festival plus écologique, plus durable ?» Donc cette grande conversation est organisée, comme toutes les autres, par l'association Maison de la Culture du Havre, qui s'est associée aussi donc, cette année à l'université Le Havre-Normandie, au master tourisme, donc parcours ingénierie touristique et culturelle. Donc nous sommes donc 3 étudiants du master. Donc moi, Anna, qui est en 2e année. Donc moi, Pierre Solanet, en première année. Et moi, donc Lou Robert Bonamy, en première année du master. Donc cette année, pour rompre un petit peu avec une forme de conférence pour les grandes conversations, on a décidé, nous, de faire plus un atelier participatif. C'est pour ça que vous êtes tous en groupe autour des tables. Et on aura l'occasion du coup d'y jouer, mais après la présentation du coup de nos intervenants et de Monsieur Charnet s'il veut bien également. Donc ce soir avec nous on a Monsieur Franck Testard et Madame Gwendolyn Sharp. Bonsoir à toutes et tous. Déjà je voulais remercier Anna, Lou et Pierre pour l'organisation. Je trouve que cette idée est absolument enthousiasmante et on n'en a pas suffisamment des temps comme ça de discussion. Donc moi je m'appelle Gwen, je viens de Granville et j'ai fondé et je dirige une association qui s'appelle The Green Room qui accompagne le secteur musical sur les enjeux environnementaux depuis 2016 officieusement et 2018 officiellement. Et pour vous donner un peu de contexte, pour que vous sachiez d'où je vous parle, je n'organise pas de festival, mais je viens du secteur de la musique. J'ai commencé à travailler dans le secteur de la musique en 2004 et j'ai travaillé notamment pendant 8 ans en tant que programmatrice musique pour un festival en Pologne. Et suite à différentes expériences aussi, notamment de tour managers, je commençais à avoir, et je pense que ça va peut-être résonner aussi avec certaines personnes ici, un peu beaucoup d'injonctions contradictoires dans mon travail, un peu de dichotomie entre mes valeurs personnelles et ce que je devais faire dans mon métier. Et en réfléchissant un peu, en essayant de m'inspirer de certaines choses qui pouvaient exister, notamment dans le monde anglo-saxon, où on avait commencé à travailler sur ces questions d'enjeux environnementaux, principalement dans les festivals, parce que les festivals ont vraiment été, je dirais, les pionniers un peu de cette prise de conscience. J'ai repris des études aussi, parce que
J'estimais que quand on parle des enjeux environnementaux, on est parfois beaucoup dans du ressenti, dans de l'émotion, dans des choses qui sont qui ont trait au sensible. Et je sentais que j'avais besoin, pour convaincre mes pairs du secteur musical, d'avoir peut-être plus d'apports scientifiques, de données, d'expériences aussi qui ont plus trait à l'ingénierie. Donc j'ai repris des études il y a une dizaine d'années et puis j'ai décidé de créer mon propre métier et donc de créer cette association. Que vous dire de plus, on travaille donc à la fois à l'échelle locale, nationale et internationale. On mène pas mal de projets de coopération grâce à des financements européens. Et donc ça nous permet aussi d'avoir des échanges de pratiques sur différents territoires. Et on a une attention aussi toute particulière à être très très vigilante à toutes les questions de contextualisation. C'est-à-dire que ce qu'on peut penser une solution pour un festival donné, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, pour un festival en milieu urbain au Havre, fonctionnera pas forcément pour un festival en milieu rural, fonctionnera pas pour un festival sur un territoire insulaire et fonctionnera pas pour un territoire en Europe, mais hors France par exemple. Et on a aussi une attention à avoir un regard très, je dirais, intersectionnel sur ces questions. Donc penser la question environnementale aussi en lien avec toutes les questions d'impact économique évidemment, mais aussi tous les impacts sociétaux. Donc encore une fois en lien avec cette contextualisation. Après voilà, il y a beaucoup de choses que je peux vous dire, mais je vais peut-être m'arrêter là pour le moment. Bonjour à toutes et à tous. Moi je m'appelle Franck, donc je dirige effectivement le Tetris qu'on a créé en 2010 et le festival West Park qui existe depuis 2004 et qui a été créé à Harfleur. Sur la question purement écologique, en fait, moi je viens d'un monde d'avant, c'est-à-dire le monde qu'on voyait avec des gobelets en plastique partout dans les champs à la fin d'un festival, du papier en veux-tu en voilà, où on se posait pas la question des groupes électrogènes, du fuel, etc., etc. Donc il y a eu une bascule qui s'est faite petit à petit. Et à partir du moment où on a commencé à construire le Tetris, on a vraiment pris ces questions-là au travers du prisme de la réglementation sociétale et environnementale, donc la RSE, qui, elle, traite de l'ensemble des projets, plutôt du fond de nos fonctionnements, que ça soit écologique, sociétaux, comment on travaille entre nous, quels sont les... Comment le pouvoir est organisé, enfin bref, absolument tout passe par le prisme de questions. Donc voilà. Et sur le festival en particulier, plus on avance et plus on se pose la question de l'impact qu'on peut avoir sur le territoire et mais pas que. C'est-à-dire que là, en fait, on est toujours en train de se dire oui, on fait ça, c'est pas bien, oui, on fait ça, c'est mal, etc. Mais en même temps, il y a une donnée qui n'intervient jamais dans toutes ces choses-là, c'est le côté positif. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de... Moi, je le sens un peu comme ça n'empêche pas de faire le travail, mais quel est le côté positif qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait donner? Qu'est-ce qu'il y aurait une règle? Est-ce qu'il y aurait un critère qui dirait, bah tiens, comme ça existe, hein, comme certains l'ont demandé, c'est-à-dire un critère de bonheur, de joie, de gaieté, qui est important quand même, et qui fait partie aussi de ce côté-là. C'est pour ça que on peut faire attention à tous nos gestes quotidiens et à toutes les façons dont on met en place un festival, mais c'est valable pour une salle, c'est valable chez nous, c'est valable chez vous, c'est valable chez tout le monde, comment on se déplace, etc. Mais aussi, quel est le retour si je vais jusqu'au bout, certains pourraient dire, on pourrait faire l'essai d'arrêter tout ce qui est culturel pendant 6 mois, donc plus de lecture, plus de télé, plus de musique, plus de cinéma, etc., plus de théâtre, et de voir quel serait l'impact sur les gens. Ça, pour nous, c'est aussi une des données qu'on n'arrive pas à quantifier. C'est pas quoi en faire de ça. Donc voilà, c'était juste pour donner un autre regard, c'est-à-dire qu'on va pouvoir discuter de tout ce qu'on peut améliorer, puis de l'autre côté, essayer de voir aussi le côté un peu plus positif et puis plus tranquille d'un festival, parce que c'est quand même chouette. Voilà.
2024, ça fait déjà donc 20 éditions, hein, une 21e qui se prépare. Donc un festival qui passe d'Harfleur aux hauteurs du Havre, alors tu parlais de Goblet qui restait comme témoin qu'un festival avait lieu. Au bout de 20 ans, qu'est-ce qui reste comme témoin que le festival a eu lieu grâce aux réflexions et aux expérimentations que tu as pu mener en tant que responsable du festival? Et le fait, ça c'est une première question, et puis la deuxième question, justement, étant passé, tout en restant dans un milieu urbain, d'Harfleur, périphérie du Havre, à un lieu au Havre même, est-ce que ça donne des contraintes environnementales supérieures? Est-ce que ça, ou au contraire, est-ce que la desserte, par exemple, la desserte urbaine est éventuellement plus meilleure? Est-ce qu'au contraire, ça permet au festival d'avoir une empreinte écologique sur ce domaine de la venue des festivaliers, une meilleure contribution? Sur la deuxième question, évidemment que le jour où on est arrivé au Havre, ça a changé la donne. Harfleur, c'est à 15-20 km, on va dire 15 km. Bon, c'est pas simple, le tramway va y passer, mais il n'y passe toujours pas. Les trains, c'était compliqué, donc ça voulait dire vélo, voiture, à pied, ça fait quand même un peu long. Donc c'est sûr que le fait d'arriver au Havre, ça nous a permis de capter plus de public. Mais en même temps, ça nous a permis de capter un public qui est plus havrais. Ça veut dire que moi, je viens de la campagne, à la base. Quand j'étais gamin, on faisait des trucs en campagne. On était bien content aussi qu'il y ait des choses en ruralité pour pouvoir avoir des publics qui viennent dans la zone proche, quoi. Donc, cette question de mobilité, c'est la même qu'on retrouve, c'est la même chose que sur les gilets jaunes, en fait. C'est-à-dire que le débat sur les gilets jaunes, c'est exactement ça. C'est qu'il y a des gens qui habitent à la campagne, ils sont obligés de prendre leur bagnole et on leur dit « ouais, c'est pas bien, faut pas polluer et tout ». Bah ouais, mais cette question-là, elle est quand même archi compliquée. Donc nous, on y va tranquille sur la mobilité parce qu'on se dit « oui, effectivement, on peut capter plus de monde », mais en même temps, sur West Park, on n'a pas encore vraiment fait d'études. Quoi qu'on arrive maintenant à avoir les codes postaux, mais grosso modo, on capte beaucoup de Havrais. Donc c'est un festival en ville pour les gens du Havre. Alors il y a quand même des gens qui viennent de Saint-Romain, qui viennent de Rouen, qui viennent de Caen, mais globalement c'est quand même plus le Havre. Donc ça c'est la première question sur la mobilité. On pourra y revenir, mais la question est... Je ne me permettrai pas de donner enfin, pas des jugements, mais moi je peux parler de ce que je connais sur le festival. Enfin sur le nôtre. Ensuite, sur les 20 ans qui sont passés, moi je dirais que la grosse question... Là, par exemple, on a réussi à enlever tout ce qui était groupe électrogène avec l'aide de la ville. Donc on a des armoires électriques, mais il n'empêche que la question qui reste problématique, c'est la venue des artistes qui viendraient de l'étranger, par exemple. Donc là, si on commence à faire des bilans carbone ou à rentrer dans le détail, là, c'est sûr que là, nous, on est mort dans le film. Donc cette question-là, elle restera tout le temps. Et je sais qu'il y a des festivals qui ont décidé de mutualiser les programmations pour baisser le bilan carbone et de ne prendre que des artistes qui sont en tournée. Nous, non. On fait un petit peu ça, mais en gros, on ne regarde pas du tout d'où viennent les gens. Sinon, pour le reste, comment je pourrais... Est-ce qu'il y a des choses qui... Alors, tout a évolué, mais je réfléchis. Est-ce qu'il y a des choses qui restent depuis une vingtaine d'années? Je vois pas trop, en fait. Je vois pas trop le sens de la question, en fait. En fait, tu disais, derrière un festival, il reste... je viens d'un monde où, après un festival, le lieu était jonché de gobelets en plastique. Donc aujourd'hui, il n'est plus jonché de gobelets en plastique après West Park. Oui, sur cette question-là, oui. Mais c'est pratiquement la seule, parce que le reste n'a pas beaucoup changé, en fait. D'accord. Je trouve, globalement. Si, ça a changé, mais ça, on en reparlera après, sur la façon de... L'alimentation, par exemple, sur un festival, elle est primordiale. C'est-à-dire que nous, on a compris, mais ça, moi, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, qu'en fait, on pouvait très bien aussi changer tout le modèle, tout le circuit, passer en circuit court sur l'alimentation, avec des prix qui sont bas,
Tout ça est lié. Donc il a fallu, mais ça nous a pris du temps. C'est pareil sur la dématérialisation des tickets, etc. Mais en même temps, on perd du ticket en papier pour récupérer un ordinateur ou un QR code. Et je sais même pas dire si c'est le papier qui est mieux finalement ou ce qu'utilise donc c'est sur ces choses-là. Par exemple, je sais qu'il y a des tas et des tas d'études qui existent, mais tout ça est à prendre à parcimonie. Ça, effectivement, ça a changé. L'informatique est rentrée chez tout le monde. Donc il y a une vingtaine d'années, c'était quand même le début des smartphones. Forcément, c'est plus le même monde. Donc peut-être, Gwen, pouvez-vous réagir par rapport à ça sur ces circuits courts pour l'alimentation, sur les études concernant la dématérialisation. Est-ce que c'est vraiment efficace comme voie pour être plus éco-responsable? Oui, alors la question est vaste, hein. On n'a pas beaucoup de temps. Et encore une fois, c'est difficile de répondre sans un cas particulier parce que ce qui peut fonctionner pour... Oui, ce qui peut fonctionner pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre, et peut-être que le QR code sera une bonne solution pour certains festivals et ne le sera pas pour un autre. Pour info, on a publié une étude il y a quelques mois sur justement l'impact du numérique dans le secteur de la musique. Ça fait 100 pages, mais bon, si ça vous intéresse, il y a des infos là-dedans. Je rejoins Franck sur la nécessité d'avoir des données. En fait, nous, c'est vraiment comme ça qu'on travaille, c'est-à-dire qu'on n'avance pas à vue. Donc, on a de plus en plus de données maintenant. Il y a de plus en plus de bilans carbone qui ont pu être faits. Et c'est vrai qu'on a un gros focus sur la question carbone, mais ça n'empêche qu'il y a d'autres problématiques aussi, notamment en termes d'impact sur la biodiversité, d'utilisation des ressources. On a un très gros enjeu aussi autour de la question de l'usage de l'eau. Ça, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu un peu de remous autour de ce sujet-là il y a quelques années, notamment sur certains usages sur des festivals, pour ne pas le citer, le Hellfest en l'occurrence. Mais c'est vrai que sur la question carbone, on commence à avoir de plus en plus de données. Il y a notamment un projet en cours qui s'appelle Déclic, et qui est mené par le syndicat des musiques actuelles et par la Fédélima, qui est la fédération des salles de spectacle, donc musique également, et qui commence à travailler à avoir un panel de festivals, de salles. Vous avez le SEM qui a participé aussi, donc école de musique, et aussi côté producteur. Et ça, en fait, ça nous permet de mieux comprendre quels sont les impacts sur différentes typologies. Donc, qu'est-ce que ça représente pour un festival en centre-ville, proche de la gare, proche des transports en commun, où les gens ont l'habitude de venir à vélo, par exemple. Quelle est la proportion de la mobilité des publics, et quelle est la proportion de la mobilité des publics sur un festival milieu rural, à 10 km de la gare la plus proche, etc. Et comprendre ça, avoir des chiffres, ça permet de comprendre ce sur quoi on peut agir, là où il y a peut-être une priorité à avoir, et ensuite voir avec qui on doit coopérer pour agir là où on n'a pas l'influence directe. Et donc ça, c'est quelque chose qui se passe de plus en plus. Pour vous donner un ordre d'idée sur les chiffres qu'on a sur les festivals, on est plutôt autour de entre 65 et 95% de l'impact carbone, donc je parle vraiment que du carbone d'un festival, qui est lié à la mobilité des publics. Combien? Entre 75 et 95%. Un festival comme les Vieilles Charrues, par exemple, ce type de gros festival avec des grosses jauges, on est autour de 90-95% de l'impact total. Donc ça comprend la mobilité, donc ça c'est exclusivement la mobilité des publics, mais vous avez aussi la mobilité des artistes, évidemment, la mobilité des équipes. On n'oublie pas aussi tous les salariés et les déplacements domicile-travail chaque jour. Vous avez l'impact de la consommation énergétique. Ça, les chiffres vont être très différents selon le territoire où vous vous trouvez, parce qu'en France, on le sait très bien, nous dans la Manche, on a un mix énergétique donc, qui est principalement nucléaire, et donc qui est bas en termes d'émissions carbone, qui pose d'autres problèmes évidemment, mais du coup ça permet d'avoir justement ce que disait Franck, quand on arrive à avoir
à se passer de groupes électrogènes et de pouvoir se brancher au réseau. D'où l'intérêt, peut-être que Norma pourra en parler, de signer des accords avec EDF. Là, je fais des ponts sur... mais ça permet en tout cas d'avoir un impact moindre sur la question énergétique. Et puis on a aussi effectivement l'impact de l'alimentation qui est important, mais sur lequel finalement on peut agir relativement facilement. On sait que passer sur des circuits courts, possiblement aussi, alors ça c'est vrai que c'est un peu compliqué en Normandie si on dit qu'on fait un festival sans la galette saucisse, ou le sandwich saucisse, mais on sait aussi qu'agir sur avoir une alimentation moins carnée, on peut très rapidement aussi baisser l'impact du festival sur ces postes-là. Une fois qu'on a fait ces chiffres et qu'on travaille en collectif, on arrive aussi à avoir des solutions adaptées et à affiner. Pour reprendre l'exemple de la mobilité des publics, l'idée c'est pas du tout d'avoir un discours culpabilisant sur les usagers. Au contraire, et c'est pas de penser les choses par rapport au festivalier ou à la festivalière, mais c'est de le penser peut-être en termes de kilomètres. Si on se rend compte que sur un festival, on a 500 personnes qui viennent de la ville d'à côté en voiture et que par contre vous allez avoir de la ville d'à côté qui n'est pas du tout connectée par le train, mais que vous allez avoir 3000 personnes qui viennent de Rouen alors qu'il y a un trajet en train possible, peut-être qu'il vaut mieux aller travailler sur les gens qui sont à Rouen et qui possiblement pourraient venir en train plutôt que d'aller voir ce que font les 500 personnes avec leur voiture. Ça permet ce genre de travail en finesse. Et pour terminer sur cette question aussi de la mobilité des publics, mais qui est aussi liée à d'autres impacts, on travaille beaucoup sur la question des habitudes. Parce que on ne prend pas sa voiture seulement parce qu'on n'a pas d'autres possibilités, et même si on a d'autres possibilités, on se rend sur un festival avec sa voiture parce que on ne sait pas forcément à quelle heure on va rentrer, c'est plus pratique. La voiture, c'est aussi un peu le coffre-fort, donc ça permet de laisser ses affaires dedans. Si on est, je sais pas, une jeune femme en festival et qu'on n'est pas très sûr de sa sécurité, ben peut-être qu'on se dit ma voiture, ça sera un peu mon point de refuge. On dort dans sa voiture. Enfin, il y a toutes ces habitudes-là qu'il faut prendre en compte. Et là aussi, ça demande une finesse, donc qui est plus seulement dans des chiffres, mais qui va demander à aller chercher un peu, à questionner tout l'aspect sociologique, etc. Et ça encore, il y a des initiatives. Il y a une initiative qui s'appelle Festival en mouvement, qui a été initiée l'année dernière et à laquelle la région de Normandie participe, et qui est une étude pour justement mieux comprendre quelles sont les habitudes, quels sont les freins au changement d'habitude, pourquoi c'est plus compliqué aussi sur certains territoires de mettre en place du covoiturage par exemple, qu'est-ce qui peut fonctionner. Parfois on a tendance à avoir des solutions qu'on pense un peu miraculeuses, mais pour vous donner un exemple, on a beaucoup développé et beaucoup eu de discussions autour des plateformes de covoiturage. On se rend compte que finalement c'est 3% des usagers du covoiturage qui utilisent une plateforme. 97% des personnes qui font du covoiturage le font autrement. Donc c'est intéressant d'aller voir ce que font ces 97%, et peut-être que là c'est intéressant justement de ne pas nécessairement passer par le numérique, mais de revenir à peut-être une annonce avant le concert en disant là il y a quelques personnes qui doivent rentrer à Rouen justement, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent les ramener? Ça possiblement ça marchera mieux que si vous passez par une plateforme où on n'a pas forcément envie de s'inscrire. Donc il y a des choses comme ça à déconstruire un petit peu et à repenser. Donc c'est tout le travail qu'on mène en collaboration avec plein de gens dans le secteur. Je vais réagir parce que par rapport à ça, je pense qu'il y a eu pendant le Covid, ça a été un moment où les gens du secteur de la musique en particulier sont beaucoup retrouvés pour discuter de la question des enjeux environnementaux, parce qu'ils ont senti qu'à ce moment-là, effectivement, ils n'étaient pas essentiels, et que possiblement le Covid pouvait être une répétition de ce qui pourrait se passer plus tard, et même à plus grande échelle. Et moi, si je fais le métier que je fais, et c'est pas seulement... Enfin, j'ai des convictions évidemment sur les questions environnementales, mais c'est pas seulement pour ça. C'est aussi parce que je crois fondamentalement à ce que j'ai pu faire avant
et à tous les impacts positifs du secteur culturel, mais que je pense qu'on a aussi une responsabilité. On a une responsabilité du fait qu'on reçoit des financements publics, on a une responsabilité parce qu'on a une influence énorme auprès des publics qu'on touche, et on a aussi un intérêt à travailler ces questions-là, justement dans la question de la prévention des risques. On l'a vu pendant le Covid, on n'était pas préparé du tout à ce qui est arrivé, et on l'a pris de plein fouet, et on a été du coup complètement victime en fait de décisions qui venaient du haut. Et ça pourrait arriver de nouveau, et plus on sera prêt, plus on sera résilient, même si c'est pas mon mot préféré, mais ça nous permettra en tout cas de mieux réagir. Et plus on aura anticipé ça, plus on sera en capacité de s'adapter aussi, parce que c'est pas seulement de réfléchir à atténuer notre impact, c'est aussi comment on s'adapte. Il y a une réalité qui fait que maintenant, on sait que ça va être très très compliqué quand même de continuer à organiser des festivals, de continuer à avoir un festival d'Avignon quand il fait 50 degrés dehors, qu'on a de plus en plus de risques de météo extrême, etc. Donc c'est aussi se prévenir de tous ces risques-là. Par rapport à la programmation d'artistes étrangers, c'est un problème dans le sens où il y a maintenant une récupération politique extrêmement forte du localisme. Je ne sais pas si vous voyez où je vais, mais c'est quand même extrêmement dangereux. Donc on a aussi besoin de se défendre contre ça. On a besoin de défendre la diversité culturelle. Et ça, on s'expose aussi à certains types de risques. Si on n'est pas prêt, si on n'est pas prêt à défendre ça, la capacité de continuer à avoir ces échanges culturels, on peut avoir des mauvaises surprises. Ça s'expérimente déjà dans certaines régions. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec la région Rhône-Alpes, où vous avez des coupures budgétaires sur la région extrême. En attendant, en ce moment, la région finance aussi un festival qui s'appelle Tomorrowland, qui est un festival de musique électronique qui a lieu en Belgique et qui a son édition d'hiver à l'Alpe d'Huez. C'est un festival qui offre un pack VIP à je ne sais combien de milliers d'euros pour aller écouter de la musique à la montagne. Vous avez la même chose en région Occitanie, un festival qui s'appelle Les Déferlantes, qui fait un pack avion Paris-Perpignan pour 450 €. Enfin, vous avez des aberrations comme ça aussi, donc c'est pas non plus... je suis pas certaine que là, on puisse parler tout à fait d'impact positif. Voilà, il y a une distinction aussi à avoir, et là-dedans, se dire que certains modèles de festivals, finalement, sont vraiment dans un court-termisme, mais quand on commence à réfléchir sur la viabilité de ces festivals, on peut vraiment se questionner. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on est dans la musique, puisque là on parle uniquement festival, mais on pourrait parler du festival d'Avignon, mais si on parle de festival de musique, la musique est un milieu ultra-libéral. C'est comme ça, c'est l'offre et la demande. Plus on fait de public, plus les prix montent, et inversement. Et plus les offres sont hautes, il y a des festivals qui jouent à ça, qui font des offres très très hautes pour être sûr d'avoir uniquement la tête d'affiche qui va bien. Donc ça, c'est la première chose. Donc on se retrouve, nous, localement, parce que le festival West Park ou le Tetris, on n'est pas sur des grosses machines, on se retrouve à continuer à travailler la question de la musique et de la diversité de l'offre qu'on pourrait donner sur le festival ou sur le Tetris, tout en étant assimilé dans certains cas à des machines de guerre qui sont des machines à cash, en fait. Ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est que là, nous, on est tout le temps en train de se battre contre ça, tout en travaillant encore avec eux. Donc, on est un petit peu schizo, ça c'est sûr. C'est pas tout à fait simple pour nous, mais quand on travaille avec Live Nation ou avec AEG, qui sont les deux plus grosses machines mondiales de tours dans le bac, point, c'est compliqué. Donc il y a des fois, on mange un peu notre chapeau. Mais c'est difficile donc on est toujours obligé de faire cet aller-retour. Je dis ça parce que c'est important. En même temps, on va défendre des valeurs écologiques, etc. De l'autre côté, on travaille avec le grand capital. Et l'écart est très grand des fois. Donc dans ce bazar, il faut qu'on arrive à être... comment dire ? J'ai pas le mot. Quelque chose de... Enfin voilà, il y a des fois, il faut faire des concessions. Et, oui, disons qu'on essaie d'être le moins pire, voilà, si on peut le dire comme ça.
Mais ce qui est sûr, et la question est la même sur tous les artistes. Alors là, pour le coup, parce que dans les risques, dans le reste, on parle de l'écologie, mais c'est la même chose pour les risques, les violences sexuelles et sexistes. Il y a quand même beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ont des casseroles, je parle des hommes, qui ont des casseroles bien accrochées, et en musique aussi. Donc cette question-là, elle est identique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on programme tel artiste alors qu'on sait qu'il a été jugé ou qu'il va être jugé, etc. Donc en fait, vous voyez, c'est la programmation d'un festival, entre l'économie, entre la bière que ça va pouvoir vendre, entre ceci, entre cela, entre l'écologie, c'est un chantier, hein, c'est compliqué. Et nous, on est dans les industries et on a finalement, malgré tout, très peu de subventions par rapport à d'autres festivals. Vous venez d'entendre Viva sur scène. C'est un enregistrement réalisé lors de notre grande conversation sur le Festival du Futur. Nous avons remercié chaleureusement, nous, Association Maison de la Culture du Havre, l'Université Le Havre Normandie et en particulier Daniel Sancy, qui est professeur des masters en ingénierie touristique et culturelle, car ils ont organisé une conversation tout à fait originale, puisqu'ils avaient parié sur le mot « conversation », justement. Ils avaient organisé le public en différents ateliers, autour de différentes tables, avec comme consigne d'organiser un futur festival, justement, respectant les normes écologiques et les ambitions du futur. Et les intervenants ont ensuite pioché dans ces idées originales, plus ou moins réalisables, les grandes idées forces. Alors Éric Charnet a, avec justesse, remercié les étudiants d'avoir procédé ainsi, car il a permis à tous les spectateurs, finalement, de s'exprimer, de poser ses questions, de donner ses commentaires, ses inquiétudes peut-être, ou ses incompréhensions, évitant ainsi peut-être la frustration que l'on éprouve parfois lors d'une conférence, d'une rencontre, d'un débat où le public est peu sollicité. Donc, bravo à Daniel Sancy, la professeure de nos étudiants, et bravo à nos 3 étudiants. À bientôt, retrouvons-nous dans les spectacles qui nous attendent encore, au Volcan, au Bain-Douche, au Tadam Théâtre, ou ailleurs, bien sûr, au théâtre de l'Hôtel de Ville, par exemple. Au revoir, à bientôt. Moi, je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Moi, je vis d'amour et de risque. Quand ça ne va pas, je tourne le disque. Je vais, je viens. J'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser,
moi.